Bonjour chers auditeurs sur Alliance 92 ainsi que sur Taraja 106.2. Eh bien, pour notre embarras, nous recevons donc un expert en la matière d'énergie qui n'est autre que André Ramarson. Bonjour à vous. Oui, bonjour Prisca, bonjour chers auditeurs. Alors quand on parle d'énergie, c'est sûr que tout le monde a les ouïes qui sont bien attentionnés sur ce point, puisqu'on va parler d'électricité. Tout dernièrement, si on revient sur les actualités, il y a eu une descente auprès donc des points de production de l'énergie électrique à Madagascar, plus exactement du côté d'Ambouy-Manamboul, et puis des déclarations ont été faites, des constats ont été émis, et tout compte fait, cela ne soulage pas pour autant le simple citoyen qui est un consommateur et qui paie aussi des factures. Si l'on revient aussi quand même par rapport à l'idéal, l'objectif du régime actuel, c'est de fournir de l'énergie à tous, mais également de doubler cette production d'énergie et à moindre coût. Oui. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se passe. Comment délayer donc la pelote à travers tout cela? La situation actuelle, elle est critique, mais notre objectif, c'est justement de dénouer ce problème-là. Et moi, personnellement, je reste optimiste. Pourquoi est-ce que la situation actuelle, elle est critique? Tout simplement parce que si vous avez lu les journaux d'aujourd'hui, on a parlé de 45 milliards, des trucs de ce genre. Je pense que les citoyens méritent quand même ou ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe parce que quand on parle d'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables. Il faut savoir différencier entre fournisseurs d'énergie et fournisseurs de carburant. C'est deux choses complètement différentes. Je commence par les fournisseurs de carburant. Faut pas oublier que 73% des parcs installés à Madagascar tournent en carburant. Donc il y a que 27% qui est dans l'énergie hydro. Voilà. Donc 73% en fuel, il faut qu'on achète les carburants quelque part. Donc on a une dette énorme par ces fournisseurs de carburant en question. Maintenant, je vais vous parler de fournisseurs d'énergie. C'est-à-dire, j'ai ma centrale à moi, je produis de l'énergie et je vends l'énergie que je produis à la Jirama. Et comment ça se passe aujourd'hui? Que j'ai installé ma centrale à moi et il y a ce qu'on appelle une prime fixe. Donc, qu'elle tourne ou qu'elle ne tourne pas, vous, Jirama, vous devez me payer d'un certain montant. Et là, on parle de centaines de milliers d'euros, de 3 millions d'euros, voire de 5 millions d'euros, une centrale, et par mois. Ça a été donc spécifié dans un contrat? Dans le contrat. C'est un contrat juridique qui a été bien signé par les deux parties. Maintenant, la question est que pourquoi est-ce que l'État malgache et les tenants du pouvoir dans le temps se sont engagés à faire ce genre de choses? Ça, c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse par rapport à ça. En revanche, je peux vous dire que l'État d'aujourd'hui se bat pour ce genre de choses. Ce qui a été dit, c'est qu'il n'y aura plus jamais de prime fixe. Donc, si les opérateurs en question sont d'accord à travailler, à fournir de l'énergie à la Jirama achètera le kilowattheure. Mais la Jirama ne regarde pas la partie prime fixe. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la facture de ces opérateurs-là, il y a deux lignes différentes. La première ligne, c'est ce qu'on appelle la prime fixe, que la centrale tourne ou pas, il faut payer. Après, il y a la production de l'énergie, donc c'est au kilowattheure. À ça s'ajoute donc les carburants. Aujourd'hui, si la Jirama achète aux fournisseurs de carburant et la Jirama livre ces carburants à ces gens-là. C'est pourquoi nous sommes très chers. C'est pourquoi le citoyen lambda achète l'énergie très chère. Donc aujourd'hui, la Jirama, comme le ministère de l'énergie que je représente, est en train de renégocier tout ce contrat-là sans aucune distinction. Tout le monde doit y passer. Ceux qui ne sont pas d'accord à renégocier, on arrête, on résilie les contrats. Mais comment résilie-t-on un contrat comme tel ? Parce que c'est pas un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans quand même. C'est un contrat de concession qui dépasse les 10 ans. Justement. C'est comme le cancer. Une personne qui a le cancer, un cancer au niveau de la main par exemple, il vaut mieux couper la main et continuer à vivre que de rester comme ça. Parce que sinon c'est soi-même qui va mourir. Donc si on continue dans ces contrats en question-là, et c'est la Jirama même qui va mourir, je dirais même, je donne même pas 12 mois à la Jirama et la Jirama va déposer son bilan. Mais tout compte fait par rapport, puisqu'on parle de location de groupe... Alors ça c'est autre chose.
Ouais. C'est un autre contrat également. On a beaucoup de contrats, donc on fonctionne par sous-contrat, contrat. Non, il y a plusieurs types de contrats. Tout à l'heure, j'ai parlé de contrats de fourniture de carburant. J'ai aussi parlé de contrats de fourniture d'énergie. Mais il y a un troisième contrat qui est un contrat de location de groupe électrogène. Donc, je suis un opérateur. Je donne à la Jirama donc mes groupes électrogènes pour que la Jirama les fasse fonctionner. Et je facture la Jirama par rapport à ça. Que les groupes en question tournent ou pas, je facture. Et d'où le mal actuel. D'où le mal actuel. D'accord. Mais c'est malheureux. On parle quand même de près de 45 milliards d'arrière par mois. Et si on multiplie cela pour une année, est-ce qu'on pourrait pas déjà créer autre chose ? Oui. Tout en restant dans cette lignée. On parle par exemple de ressources renouvelables. C'est pour ça que Monsieur le Président de la République malgache a dit il y aura plus de subventions. C'est inadmissible de penser que une entreprise telle que la Jirama, qui a le monopole de l'exploitation et du transport et de la distribution et de la vente, soit en faillite telle que ça se présente aujourd'hui. Donc, alors du constat aussi du consommateur actuel, c'est qu'il n'y a pas de lumière, pas uniquement dans la capitale, hein, ça se produit aussi en province par défaut technique. Mais est-ce que le ministère de tutelle ne voit pas comment accompagner justement l'entreprise de la Jirama pour avoir donc moins de pertes techniques, tant au niveau de production que technique? Alors, il faut d'abord que je clarifie deux choses. Il y a des régions où il y a des localités où c'est la Jirama qui gère. Il y a des localités où c'est plus la Jirama qui gère. Et c'est l'agence de développement de l'électrification rurale. L'ADER, voilà. Dans les deux cas, le ministère a son mot à dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de délestage. Je donne la définition du délestage. Le délestage, c'est que j'ai pas le moyen de produire. Le délestage, c'est que j'ai pas le moyen de m'acheter du carburant, donc je déleste. Maintenant, on a des pannes techniques. Dans la culture malgache, généralement, et plus particulièrement dans la culture des gens de la Jirama, on ne met pas en place ce qu'on appelle les maintenances préventives. Les maintenances qu'on fait au jour d'aujourd'hui, ce sont des maintenances où il y a déjà des pannes. Donc pour dépanner, il faut 1 heure, 2 heures, des trucs de ce genre. Et malheureusement, la population interprète ça comme étant un délestage. Un délestage, oui. Donc nous, on a une mission d'accompagner la Jirama. Quand vous avez parlé de ministère, donc l'État a le devoir d'accompagner la Jirama pour que désormais, on anticipe toutes les pannes. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, on sera bien calé par rapport à ça. Alors parce que c'est une question de culture. Ouais. D'entreprise ou et de mentalité. De mentalité. C'est une question. C'est pas une question de compétence, mais c'est une question de culture. D'accord. Par rapport à cela, quand même, si l'on revient un petit peu par rapport donc renégocier contrat, revoir donc cet esprit de culture, de mentalité, à remettre dans la bonne voie pour qu'on puisse avancer, pour que la lumière fuit aussi. Et est-ce à dire que tout peut se faire quand même assez vite, ou est-ce que faut du temps et attendre jusqu'à quand? On a reçu un ordre de la part du Premier ministre que tous les contrats doivent être revus la semaine prochaine, re-signé la semaine prochaine. Donc là, on a déjà démarré à discuter avec les opérateurs depuis la semaine dernière. On continue cette semaine et je pense qu'on arrivera à finaliser la semaine prochaine. Au plus tard, on glissera d'une semaine. Oui, il a été question aussi de fouilles lourdes quelque part où on doit en commander à l'extérieur, mais nous produisons également, non? Alors, on a deux types de fuel là. Quand on parle de carburant, on a deux sortes de carburant. Le premier, c'est le gasoil que tout le monde utilise, et le second, c'est le fioul lourd. Pour le moment, on importe tout. Et il se trouve que Madagascar Oil a déjà une production du côté de Timrur. Seulement, toutes les machines tournant fioul lourd à Madagascar fonctionnent au grade 350. Et ce que produit Madagascar Oil, c'est au grade d'à peu près 720-750. Le double. Donc on a besoin de liquéfier davantage cette production. Alors
pour liquéfier davantage cette production, il faut le mélanger davantage avec du gasoil. Il y a un système à faire. Le mélanger, c'est pas comme de la sauce vinaigrette. Voilà, c'est pas de la c'est tout un système. Donc il suffit juste que Madagascar Oil arrive à régler ce problème-là. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est la logistique. Mais je pense que le problème de logistique, c'est moins coûteux que de faire venir depuis une dizaine de milliers de kilomètres. Avec le cours des devises aussi, ça peut changer. Voilà. Ceci dit, la solution Timurur est une solution pas de court terme, mais de moyen terme. Et ça ne sera pas du long terme. Dans un horizon d'1 an, 18 mois, au plus tard 24 mois, je pense qu'on sera en mesure de fonctionner avec le fuel malgache. Oui. Nous avons un grand retard si on parle de Madagascar par rapport à la richesse que nous donne la nature. Oui. On fonctionne a fortiori en thermique alors que l'hydro est là. Et justement, on parle de ressources renouvelables, des projets. Tout le monde, même les start-up, on crée des projets. Mais pour l'État malgache, l'effectivité de ces projets de ressources renouvelables, parce que c'est pas évident de construire des barrages. Alors, un barrage hydroélectrique, ça se construit au minimum 3 ans. Vous voyez déjà. Ouais. Ça dépend de la taille. Donc, il y a ce qu'on appelle également continuité de l'État. Donc, l'État d'avant a déjà engagé certaines choses. Et heureusement, donc, on en tirera déjà bénéfice à partir de cette année et l'année prochaine. L'ensemble pour cette année, je pense qu'on aura à peu près 70 mégawatts de plus par rapport à ce qu'il y a, donc en renouvelable. L'année prochaine, il y aura à peu près 100 mégawatts et ainsi de suite. Ouais. Du solaire, de la biomasse Solaire, biomasse, biogaz, bioéthanol, hydro. Les études ont été déjà effectuées, donc pour savoir les réseaux, les zones. Les études ont déjà été faites. Et les travaux ont déjà commencé même. Depuis l'année dernière. Hein. Depuis l'année dernière. Ouais. Et il y en a qui commencent là maintenant, mais on aura déjà le résultat à partir du mois d'août. Dans quelle région, plus précisément Est-ce qu'il y a des régions pilotes ou Je peux citer comme région par exemple Sava, Sava, Diana, Sofia. Où il y a de l'eau déjà et du soleil. Et ouais. Itas également. Vaknakarar, Nalanzrouf, à l'autre. Si l'on parle de l'énergie fournie par le soleil solaire, malheureusement, il y a aussi une certaine culture de vol, des plaques solaires. Et comment pallier à tout cela? On veut avoir et pourtant on n'arrive même pas à contrôler nos biens. Alors, les vols de plaques solaires, effectivement, quand on parle de lampadaires, oui, ça arrive. Mais maintenant, dans le programme qu'on est en train de mettre en place, il s'agit plutôt de centrales solaires. Donc, centrale, c'est la conception a été faite. C'est surtout en hectares, non? On parle d'hectares. On parle d'hectares. On parle pas de poteaux. Donc, il y a peu de chances à ce que les gens arrivent à les voler. Et pourtant, il y a des câbles qu'on utilise aussi. Donc, protéger tous ces biens-là, est-ce que c'est aussi étudié? Parce qu'il ne suffit pas simplement d'implanter ces hectares de plaques solaires. Vous savez que du côté de Voulbé, du côté de Tamata, par exemple, les gens arrivent même à voler le câble électrique. Donc, ils coupent le câble, même s'il y a du jus dedans, ils coupent, ils récupèrent parce que ils peuvent revendre par la suite le cuivre qu'il y a dedans. Donc, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de changer ces câbles-là en alu. D'accord. Et de mieux les protéger. Mais c'est-à-dire quand même que tout ce qui doit se faire, si on parle d'énergie ou de ressources renouvelables ou de thermique ou encore d'hydro, est-ce que cela va rassurer quand même les opérateurs, les industriels, le foyer, étant donné que la situation est quand même assez inquiétante? Comment rassurer? La situation, elle est inquiétante. Comment rassurer? C'est qu'il faut qu'on discute. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que on essaie d'appeler ces opérateurs-là, donc ceux qui fournissent de l'énergie à la Jirama. On discute ensemble. C'est pas une décision unilatérale. Si la Jirama dépose son bilan, ça veut dire que les opérateurs eux-mêmes, ils vont plus revoir leur argent. C'est ce que ça veut dire. Donc, on essaie de trouver ensemble la solution. Comme Monsieur le ministre a dit, c'était un échec collectif. Donc, pour résoudre cet échec collectif, il faut travailler ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire. Pour les industriels... Gagnant-gagnant?
gagnant-gagnant pour les industriels. Donc, dans 2 semaines, je crois, on ira vers eux. On va leur expliquer la situation. Nous, on viendra avec notre solution, mais on va les écouter aussi. Parce que peut-être qu'eux aussi ont des idées à écouter. Et on trouvera une solution ensemble d'ici 1 mois et demi, 2 mois au plus tard. Pour répondre donc aux inquiétudes des consommateurs, si on fait référence donc ce qui est dit dans les réseaux sociaux, Oui. quid donc de la libéralisation Oui. de l'énergie, étant donné que le mot est sorti, pourquoi pas privatiser, pourquoi pas accepter la concurrence pour être bien. En libéralisation de l'énergie, la loi actuelle le permet déjà. On attend juste le décret pour la promulgation de cette loi. Et je pense, si ma mémoire est bonne, ça doit se faire dans les semaines qui viennent. Donc tout le monde peut être un fournisseur d'énergie pour soi-même ou pour les autres. Ou par village. Ou par village. Donc c'est open, tout compte fait. C'est open, exactement. Et c'est-à-dire donc, il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer donc durant tout ce mois de mars. Voilà, la seule chose qui nous manque, c'est ce qu'on appelle le grid code. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le code de réseau. Vous fournissez de l'énergie, mais il faut le transporter, cette énergie, quelque part. Il faut la distribuer quelque part. Donc, il faut certaines règles. Une coordination aussi, non? Voilà. Et je pense que le grid code en question sortira au début du 2e semestre. Donc là, ce sera officiel et pour tout le monde, applicable pour tout le monde. C'est un peu comme le code de la route. Tout le monde a le droit de conduire sa propre voiture, mais il y a certaines règles à respecter. Voilà. Ouais. Et par rapport à tout cela, peut-on dire quand même que, puisque vous l'avez déjà signifié d'ailleurs, il faut être positif en la matière, mais le temps court très vite et on fait aussi appel aux investisseurs pour travailler à Madagascar, pour l'assurance à donner. L'assurance à donner, c'est qu'on va discuter ensemble et on prendra ensemble une décision commune. C'est pas quelque chose que l'État va imposer tout de suite. Monsieur le Premier ministre, hier, il était ferme. Mais attention, il était ferme parce que les contrats qui ont été signés avant n'ont jamais été, personnellement, parce que moi je les ai lus, ces contrats en question, je ne vois aucun intérêt pour l'État malgache, surtout pas pour la population malgache. Donc il a été ferme par rapport à ça. Les gens peuvent dire un contrat c'est un contrat et c'est juridique. Et si on renie un contrat, ça veut dire que on se pose des questions sur la valeur de la signature. Voilà, justement. Voilà. Ce qu'on est en train de faire, c'est on n'est pas en train de vous dire que on renie le contrat, mais si on doit renier le contrat, c'est qu'on accepte les pénalités. En prendre en considération. Voilà. Parce que c'est une clause qui est écrite dans ce contrat. Si jamais on résilie le contrat, il y a des procédures à suivre, et puis il y a des pénalités, on accepte. C'est-à-dire on va lire article par article Exactement. ce qui a été signé et ce qui a été effectué et non effectué. Voilà. Et à partir de cela, on revoit le contrat ou on rompt le contrat. Voilà. Mais attention, puisqu'on parle de contrat, il n'y a pas que le côté juridique dans la vie, il y a aussi le côté commercial. Donc je pense, très honnêtement, après avoir discuté avec certains d'entre ces opérateurs, je pense qu'ils comprennent l'ampleur commerciale de la chose et qu'ils veulent encore rester à Madagascar. Donc maintenant, on peut parler de contrat win-win. Et le dialogue a déjà été entamé, plusieurs discussions ont déjà eu lieu. Il n'y a qu'un seul opérateur ou 2 au maximum qui reste un peu dur, pour ne pas dire qu'ils ne veulent pas aller dans... Tout est question de communication et de... Voilà. Alors, il a été spécifié donc que les contrats, il faudra les revoir, renégocier comme on le dit, donc ces contrats. On parle aussi de revisiter la manière, la culture, la mentalité, pour qu'on puisse avancer dans le même sens autant des consommateurs que ceux qui l'exploitent. Mais on parle aussi de construction de centrales hydroélectriques, continuité de l'État. Donc, nous ne sommes pas vraiment au départ, la case 1, mais on peut déjà avancer. On parle aussi donc de recommandations qui a été faite aussi au sein de la GIRAMA, au niveau du personnel, au niveau des personnes techniques, tout cela. Quand on parle de, excusez-moi, je vous coupe, quand on parle de recommandations, ça veut dire qu'il y a eu déjà un audit quelque part. Ah d'accord, oui. Il y a eu 2 sortes d'audits. Il y a eu
un audit qui a été fait par les Cours des comptes. Il y a un audit qui a été initié par le ministère. Et on a pris donc un bureau d'études international. Donc, ces deux entités ont fait ce que vous appelez recommandation. La question est où en sommes-nous actuellement? Ce sera connu du public. Chacun est quand même concerné, non? Alors, la JIRAMA a quand même, et je la félicite pour ça, a quand même osé de rendre public ce rapport d'audit. Il suffit juste d'aller dans le site officiel de la JIRAMA. Maintenant, c'était un bon début, mais je ne suis pas sûr que la JIRAMA ait tout mis. Mais au moins, ils auront déjà fait une petite communication là-dessus. On va voir la suite. Donc pour le ministère, a priori maintenant à très court terme, donc c'est éliminer cette histoire de délestage, mais à moyen terme. Donc si on parle de calendrier, restructurer la JIRAMA. Si on continue à travailler de la même manière qu'on a travaillé avant, donc ça veut dire qu'on va de nouveau créer des dettes et c'est pas l'objectif. Donc être commercial, c'est être gagnant. Voilà. Donc, alors que les consommateurs aussi se multiplient chaque jour que Dieu donne aussi. Hein. Voilà. Donc, je peux déjà vous rassurer qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix. Bonne chose. Ça, c'est déjà pas mal. Quand on ne regarde que le côté financier de la JIRAMA, la JIRAMA est bien obligée de rehausser ses prix. Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Donc, même si la augmentation de tarifs de carburant, le prix reste le même. Oui, parce que c'est pas uniquement. Donc ce n'est plus de l'automatisme par rapport au carburant. Ce qui a été fait avant, c'était comme ça. Ouais. Maintenant, on a trouvé d'autres formules, d'autres mécanismes pour qu'on arrive à rester. L'objectif, et même c'était la promesse du président, c'est de réduire. Donc c'est pas possible. Donc court, moyen terme, restructurer la JIRAMA. Comme dit Monsieur le ministre, il y aura une jolie fille qui s'appelle la JIRAMA, à qui s'appeler à tout le monde. Donc à partir de là, il y aura un peu plus de confiance, les bailleurs auront un peu plus de confiance pour investir, et ainsi de suite. Mais ça ne sera pas pour demain. Les travaux ont déjà commencé, mais la réussite, je pense qu'il faut compter 12 et 18 mois. Pour le consommateur, c'est long encore, mais... Ouais. Là, je parle de redressement de la JIRAMA, je ne parle pas de délestage. D'ici là, il y aura toujours des mesures à prendre pour qu'il y ait moins de délestage et moins de panne. Et moins de dépenses. Et moins de dépenses, bien sûr. Eh bien, c'était votre embarras, Gérard Marceau. Merci à vous, expert auprès du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Merci, Prisca. Et à très bientôt, sans doute, pour nous faire connaître davantage aussi ce qui se passe, parce que quand on parle d'énergie, eh bien, là, tout le monde écoute. Merci. Au revoir.